Moi, je suis né en Syrie. Je suis venu en France, ça fait 2 ans, juste pour poursuivre mes études d'architecture que j'ai déjà terminées en Syrie. Et donc ça fait 2 ans que je suis en France et j'ai pas pu rentrer chez moi à cause des événements qui se passent en Syrie. Mais j'ai vécu pendant 23 ans dans ce pays. Je connais très bien ce qui se passe en Syrie et je connais très bien pourquoi les Syriens sont sortis dans la rue et réclamaient la chute du régime. J'ai encore toute ma famille qui est à Homs. Une partie de ma famille est sortie du pays, elle est en Angleterre. Mais il y a mon oncle, ma tante, ma mère, mon frère, ils sont tous encore à Homs. Mais j'arrive à avoir de temps en temps par téléphone, quand c'est possible. J'arrive à les contacter par téléphone, parfois par internet, Skype. Particulièrement quand il y a eu les bombardements de Bab el-Amr au mois de février. Il n'y avait pas du tout de réseau et pendant un mois, j'ai pas pu avoir des nouvelles de ma famille. Bientôt, je vais aller voir ma famille au Liban la semaine prochaine. Donc c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, si on veut aller voir nos familles, on se trouve dans un autre pays. Ma famille, jusqu'à un moment, ma famille ne me disait pas la vérité de ce qui s'est passé. Parce qu'ils ne voulaient pas que je m'inquiète. Et moi, je suivais les nouvelles sur Internet. Je savais tout ce qui se passe. Même d'après des amis qui sont à Homs sur place, ils me racontaient des histoires différentes de ce que ma famille me racontait. Mais après, ma famille a compris qu'il est impossible de cacher la vérité sous prétexte qu'ils ne voulaient pas que je m'inquiète. Dans le cabinet d'architecture de mon père et de ma mère, mes 2 parents sont des architectes, il a été complètement détruit. Les milices civiles du régime qu'on appelle les Shabbiha, ils sont rentrés. Notre bureau est au centre-ville de Homs, donc ils ont rentré, ils ont tout volé. Ils ont les ordinateurs, les imprimantes, ils ont tout pris. Ma famille, ils ont manifesté dans le fameux jour de sit-in à Homs, de l'horloge. C'était le 17 avril 2011, un mois presque après le début du soulèvement. Et c'était un sit-in qui comptait près de 200 000 personnes. C'était au centre de Homs. C'était le jour où ma famille a manifesté, mais après, c'est très dangereux en fait. Et ils ont un peu peur. Au début, j'avais peur. J'avais peur de sortir manifester ici en France parce que on parlait toujours des agents, ce qu'on appelle en Syrie les mukhabarat, ça veut dire les services secrets du régime qui travaillent à l'ambassade syrienne à Paris et qui photographiaient toujours les manifestants. Cela faisait problème à leur famille en Syrie, donc j'avais peur de... Mais au mois de juillet 2011, j'ai perdu un ami qui est en même temps un voisin. Et cet événement-là m'a motivé. J'avais honte de rester chez moi, suivre les nouvelles sur Facebook, sur Internet. Et j'ai décidé de commencer à participer sur place dans les rassemblements, les manifestations organisées par les coordinations de la révolution syrienne à Paris. Je participe chaque samedi à Châtelet, dans les grandes marches. J'ai plus peur. Franchement, maintenant, c'est honteux d'avoir peur avec tout ce qui se passe. À l'origine, la révolution syrienne, c'est une révolution de dignité et de liberté, de démocratie, pour tous les Syriens. Et regardons les manifestations, par exemple à Châtelet, vous allez trouver des alaouites, vous allez trouver des laïcs, des islamistes, de toutes les parties, de toutes les couches sociales en Syrie. Il faut séparer le fait qu'un peuple a le droit de se défendre et
le terme d'une guerre civile générale. Les Syriens, pendant 10 mois, ils portaient des fleurs pendant leurs manifestations. Mais on leur tirait dessus. Et personne, à l'absence d'une résolution mondiale, occidentale, les gens, ils ont eu marre d'être tués sans avoir des réactions, sans se défendre. Donc c'est normal qu'une partie de la population porte les armes. On n'a pas de pétrole. Désolé. Mais c'est la vérité, hein. Si on veut se marier, si un homme veut se marier, il doit avoir l'autorisation des mukhabarat. Il doit avoir un papier signé par les services secrets, des renseignements, pour avoir une autorisation de faire un mariage. Je ne sais pas pourquoi. Moi, avec un ami, je ne peux pas parler de politique. Des discours dans les mosquées, par exemple, les vendredis, dans les églises, tout est surveillé. Moi, en tant que musulman, quand je rentre dans la mosquée, il y a toujours un mukhabarat qui surveille ce que l'imam est en train de dire. C'est un petit exemple. Si l'imam parle quelque chose qui peut motiver les gens ou qui évoque quelque chose par rapport à la politique de l'État, il est tout de suite viré. Virer, ça veut dire soit on le tue, soit on l'arrête, soit on ne sait jamais où il peut aller. Je pense que même s'il n'y avait pas le printemps arabe, la révolution syrienne allait venir un jour parce que les Syriens ne vivent pas normalement. En Syrie, on peut pas il n'y a pas de vie politique. Avant tout, c'est ça. Il n'y a pas de vie politique. Il n'y a pas de parti. Le Parlement, c'est des marionnettes. Ils font rien. Ils font qu'applaudir au président quand il vient faire un discours. En Syrie, le président, c'est un dieu. Il est intouchable. Pas de démocratie. Pas de droit d'homme, évidemment. Pas de liberté d'expression. Les presses, les médias sont tous payés par le gouvernement. Tout parle du président comme si c'était quelqu'un d'extraordinaire. C'est qu'en Syrie et en Corée du Nord qu'on trouve 99% ou 90% de la population qui veulent un président. Où est l'opposition ? Il y a plein de Syriens qui ne veulent pas cette personne-là. Les élections, évidemment, elles ne sont pas libres. Moi, j'ai pas voté, par exemple. Ma famille n'a pas voté. Et des milliers de familles de Syriens en exil et même en Syrie ne votent pas. Et ceux qui votent sont obligés de voter. Il y a pas une autre personne, d'ailleurs. Il y a que soit Bachar, soit tu votes pas. Donc, non, il n'est pas légitime. Ça, c'est évident. Sinon, les Syriens ne continuent pas à lutter jusqu'à maintenant. Les grands portraits avec leur grande taille, ils ont joué un rôle de traumatiser les Syriens pendant 40 ans. Ces grandes statues, ces grands portraits, on se sentait vraiment dans un pays qui nous bloquait l'esprit. Je trouve que le terme du portrait, c'est très important d'évoquer ce terme-là, parce que la dictature en Syrie se résume dans le personnage de Bachar. Mais moi, ce que j'ai pas très bien compris, c'est le titre, L'avenir en rose, avec l'arrivée de Bachar au pouvoir. En fait, nous, en tant que Syriens, on pensait que cet homme-là était un peu ouvert. Il a fait ses études en Occident, sa femme est la Grande-Bretagne. Au début, il avait ouvert un peu, et le livre évoque ça, il avait un peu ouvert l'économie, il a intégré Internet, des réseaux sociaux, il a un peu ouvert le pays vers l'extérieur. Mais un an après, on se disait qu'on est revenu sur l'époque de son père. Tout ça, c'est une propagande, en fait. De dire que Bachar doit rester tout le temps, c'est impossible. Déjà, c'est un président qui est venu par défaut au pouvoir. Il avait même pas l'âge légitime pour être le président, mais
Dans une période d'un quart d'heure, ils ont changé la constitution pour qu'elle convienne à l'âge du président. Donc vous voyez. Mais la question des portraits, je pense qu'ils se sont multipliés en Syrie avec l'arrivée de Bachar. À Homs, il y en a beaucoup. Sur les sièges de la partie basse, il y en a beaucoup. Même partout là où on veut, dans les bureaux du service militaire, dans les hôpitaux, dans les places publiques. Là où il y a eu le sit-in à Homs, la place de l'horloge, il y avait un énorme portrait. Et en fait, il y a une histoire particulière à propos des portraits. Les événements à Homs se sont déclenchés quand un jeune homme est monté sur un grand portrait et il l'a détruit, il l'a brûlé. Et c'est comme ça que les gens à Homs se sont motivés. Ils ont vu que il n'y a plus de peur. On n'a plus peur de ces portraits, on n'a plus peur de ce personnage qu'on pensait que c'était comme un dieu et intouchable, quoi. Même dans les petits villages, en fait, des banlieues de Damas, de Homs, de Alep, il y a partout ces portraits. Vous allez visiter la Syrie, non, après la chute du régime, il n'y aura plus de portraits, mais vous allez voir dans les photos d'archives, il y aura certainement un musée de la révolution syrienne, il y aura des trucs par rapport à ces portraits. C'est horrible. Et les Syriens, en fait, leur réaction, quand ils sont descendus dans la rue, ils sont allés tout de suite vers les statues et les portraits, ils les ont détruits. Comme les Irakiens ont fait avec les statues de Saddam Hussein. Le livre, à chaque fois qu'on ouvre une page, il y a toujours les portraits. Donc c'est un peu la Syrie. Là où n'importe où tu vas, tu vois des portraits, des photos, des statues du président. Donc le livre, ça parle un peu de ce qui se passe en Syrie. Il y a beaucoup de gens, même parmi les opposants, l'opposition, les laïcs en particulier, ils ont peur de l'avenir de la Syrie. Ils ont peur de la venue des islamistes et des extrémistes. Les minorités en Syrie, ils ont peur de ça. Ils ont le droit d'avoir peur. Mais franchement, qu'est-ce qui peut être pire que ce qui se passe maintenant? Moi, j'aimerais bien profiter de cette conversation pour leur envoyer un message. Qu'est-ce qui peut être pire de ce qui se passe maintenant? Franchement, on est arrivé à un état où on se rend pas compte que chaque jour, on est à 200 morts. 200. S'ils ont peur des extrémistes, les extrémistes vont pas faire ça. Rien ne sera pire que ce régime. Et la chute de ce régime va faire du bien à toute la région. Je suis un peu égoïste là, mais franchement, j'ai envie de rentrer juste pour un mois, malgré que je vais tomber sur des ruines. Mais surtout ma ville, Homs, ça a été touchée trop agressivement, mais ça reste ma ville natale et j'aimerais bien la revoir une autre fois.